Bonjour Guilherme. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous offrir ta présence aujourd'hui pour le bureau de l'ESCE Alumni. Du coup, on va essayer de faire un petit overview, un petit résumé de ton parcours, que ce soit sur la partie ESCE, sur la partie pro, la partie carrière, et puis ton côté personnel, ce que tu fais. Ça marche. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton aspect? Quelle est ta promo? Et ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, alors donc, je m'appelle Guilherme Lachaud, promotion 2007. J'avais fait une spécialisation commerce international et marketing stratégique. Et aujourd'hui, je travaille chez Gameloft, qui est un éditeur de jeux vidéo, et je suis Chief Sales Officer. Donc, j'encadre toute la partie commerciale de l'entreprise au global. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans cette partie-là de ton travail? Dans le jeu vidéo ou dans ma position? Les deux. Alors jeux vidéo, je trouve que c'est un environnement intéressant parce que c'est dans le divertissement. Donc on touche à la fois au cinéma, à la musique, à l'automobile. Donc c'est vraiment le plan large du divertissement. C'est un produit vivant. En fait, on va développer un jeu vidéo, mais en fait, le moment où on le sort, c'est finalement le démarrage. Parce qu'après, le jeu va vivre 5, 6, 7, 10 ans. Donc c'est un produit qui est vivant. C'est une industrie de passionnés, donc ce que je trouve toujours intéressant, parce qu'on parle avec des gens de tous bords, qui viennent pas forcément d'école de commerce, mais qui sont tous remplis de la même joie de bosser dans ce secteur. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est très lié aux nouvelles technologies, donc ça bouge constamment, il y a des nouveaux business models, des nouveaux canaux de distribution. Donc c'est vraiment chaque année, il y a des nouveaux challenges. Et donc ça fait 10 ans maintenant que je suis chez Gameloft, et chaque année a vu son lot de nouveautés, de promotions, donc ce qui est plutôt agréable, mais vraiment de nouveautés par rapport à l'industrie, de nouveautés d'un point de vue challenge et de nouveaux acteurs qui ont pu entrer dans ce domaine. D'accord. Et si on fait un petit flashback carrière, où est-ce que tu as pu travailler? Est-ce que c'est sur le même secteur, donc la même industrie? Et est-ce que les jobs que tu as fait étaient semblables à celui-là? Ça a été assez varié. Donc en sortant de l'ESCE, j'ai travaillé dans une agence média qui s'appelait Brainsonic. Je faisais de la gestion de projet pour eux, donc c'était aller pour Microsoft, d'autres sociétés en B2B, enregistrer les événements et après créer des web TV, des formats digitaux. Donc c'était vraiment, c'était 2007, donc c'était le début du digital où on voulait retransmettre en live ou non les différents événements corporate de l'entreprise. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi et assez vite je me suis dit que j'avais plutôt envie de toucher à la branche commerciale. Parce que je me disais que c'était un élément différenciant et que c'était peut-être c'était l'occasion de rentrer dans le dur. Donc là j'ai rejoint une start-up qui n'avait pas encore commercialisé son produit, donc tout ce qui est digital asset management. Donc c'était une start-up française. Ils venaient de lancer le produit et n'avaient pas encore de clients. Et du coup moi j'ai monté l'équipe commerciale. Étant moi-même au début pendant peut-être 1 année et à développer l'équipe commerciale jusqu'à atteindre 3-4 personnes au moment où j'ai quitté l'entreprise plus tard. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti d'une start-up qui n'avait aucun client à signer d'abord des collectivités locales, des mairies, jusqu'à signer Airbus, Arco Pharma. Donc on a vraiment réussi à devenir un leader sur les 3 années où j'ai travaillé pour eux. C'est devenu un leader du digital asset management avec des business models qui étaient intéressants à l'époque parce que c'était le SaaS, donc c'était le système d'abonnement récurrent, comment créer des nouveaux business models. Et au bout de 3 ans, je me suis dit que j'avais vraiment envie de partir à l'international, ce qui était vraiment moi, d'un point de vue objectif de vie, je me disais que j'avais envie d'aller vivre à l'étranger plusieurs années. Je pense que par rapport au développement de l'entreprise, c'était pas le bon timing. Et donc j'avais la chance d'avoir la double nationalité américaine étant né aux US. Et donc je suis parti sans boulot avec ma femme aux États-Unis en se disant on se donne 3 mois pour trouver un job. Et là-bas, j'ai été engagé au bout de 2 semaines par une start-up américaine qui était dans tout ce qui était réseau et hardware, sans fil, gestion des réseaux d'entreprises à distance. Et moi, j'étais basé à San Francisco et je développais tout le réseau commercial au Canada. Donc, je développais un réseau de revendeurs au Canada. Entre-temps, l'entreprise s'est fait racheter par Cisco Systems. Donc, c'était intéressant parce que c'était la start-up dans tout son extrême, toute sa grandeur aux États-Unis. Donc, c'était intéressant de vivre ça. Donc j'ai bossé là-bas un peu moins d'1 année et ensuite j'ai commencé donc, chez Gameloft en local. Ils avaient un bureau à San Francisco et au début je me suis occupé de Google comme compte parce que c'était un compte sur Android, donc un compte de distribution pour l'entreprise.
Et au fur et à mesure, j'ai récupéré le management de toutes les plateformes de distribution. Après, j'ai repris le management de toute l'Amérique du Nord pour l'entreprise. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2019. Et 2019, j'ai rejoint le COMEX de l'entreprise qui était basée à Paris. Et c'est là où j'ai rejoint le siège à Paris. Et là, en début d'année, j'ai été promu Chief Sales Officer, où donc j'ai repris toutes les activités business de l'entreprise. Et donc c'est une boîte avec beaucoup de salariés? On est 3000 salariés. Et donc toi, tu gères la partie en management, moi, je gère la partie, donc on est 3000 salariés, moi je gère à peu près 500 personnes pour l'entreprise. Donc moi je gère plutôt il va y avoir le développement de jeux vidéo et ensuite la distribution. Donc moi je m'occupe de la distribution. Il va y avoir tout ce qui est business B2B sur le côté. Donc business B2B, ça peut aller aussi bien, si on regarde pour des références françaises, Orange ou Bouygues, ils vont avoir du contenu préinstallé parfois sur les téléphones qui sont des jeux vidéo. C'est des choses qu'on va commercialiser. Si on regarde Renault, ils sortent maintenant des véhicules avec des écrans connectés, des voitures connectées. La dernière Renault Espace qui sort, en fait, on leur vend du contenu, donc des jeux de quiz musicaux, transport aérien en fait aussi, on vend du contenu. Netflix se lance dans le jeu vidéo également, ils ont une offre d'abonnement, donc on leur vend du contenu, on fait des créations originales pour eux en fonction de leurs IP. Apple se lance aussi dans l'abonnement de jeux vidéo, donc on leur vend du contenu. Et donc en fait, on bosse avec Tencent, on travaille avec en fait, l'intégralité des GAFAM et des grosses entreprises internationales. C'est soit leur vendre du contenu, soit récupérer des licences auprès de Disney, Lego ou NBC Universal pour faire des jeux avec leurs IP. Donc c'est assez large finalement le scope du boulot. Ok, c'est vachement large pour le coup. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu, on va dire, le plus entre le fait de développer une partie commerciale, commencer à zéro, et peut-être arriver quelque part où c'était déjà plus structuré, où voilà, le but c'était de grandir, de faire grossir la boîte sur quelque chose qui existait déjà? Alors c'est vrai que c'est assez différent. Alors moi j'aime bien on va dire closer au final des deals. Donc on va se dire que la complexité est allée en évoluant au fur et à mesure. Mais je trouve ça intéressant ce côté parce qu'il faut savoir créer un lien relationnel. En fait c'est pas que professionnel. Je trouve que moi ce que j'apprécie dans l'axe commercial, c'est finalement la capacité à créer des relations extra-professionnels avec ces personnes qui vont faire qu'on va être capable de retravailler ensemble, même s'ils changent d'entreprise, qu'on va être capable de refaire des nouveaux deals ensemble. On va dire que ce qui m'a le plus marqué finalement dans ma carrière aujourd'hui, c'est pour cette start-up sur laquelle j'ai travaillé et sur laquelle j'ai pu me confronter au métier de commercial, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Donc c'était de prendre le bottin, d'appeler les entreprises, de devoir passer par le standard, de devoir présenter une marque ou un produit qui n'existait pas, qui n'était pas référencé. Donc c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait avoir un elevator pitch qui était beaucoup plus rapide et on pouvait parler à des départements qui étaient assez loin. Si on regarde les mairies par exemple, c'est vrai que les prises de décision à partir d'un certain montant, ça doit passer par un appel d'offres, mais si c'est sous un certain montant, ça va être plus pris en local. Mais on va dire que c'est moins professionnel dans la prise de décision par rapport à l'achat que si on travaille avec une entreprise comme Apple ou Tencent. Mais par rapport à mon évolution de carrière, d'avoir pu me confronter finalement à ces structures un peu moins cadrées dans ma construction commerciale, c'était hyper intéressant parce que c'était finalement plus compliqué. Il fallait aller vraiment chercher, il n'y avait pas forcément de demande en face et il fallait vraiment aller convaincre l'interlocuteur. Là où dans des plus gros groupes aujourd'hui, ils savent finalement assez bien ce qu'ils veulent. J'arrive avec une entreprise qui a déjà un nom, qui est reconnue en B2B. Donc après, c'est la capacité à faire du business aussi bien avec les US que la Chine. Donc prendre en compte ces différences culturelles. Et ça, pour ça, c'est vrai que le SCE, je pense, a été assez enrichissante et intéressante. Et m'aide aujourd'hui, je pense, à de comprendre que voilà, c'est pas la même façon de faire le business en fonction des tailles d'entreprise, en fonction de la géolocalisation de ces entreprises. C'est en se prenant des murs qu'on apprend. Hein, ouais, tout à fait. Et du coup, je pense que voilà, ça a été assez intéressant d'apprendre en devant monter cette équipe commerciale et après en partant à l'étranger, c'était d'autres challenges également
Et par exemple, tu as bien aimé cette partie-là, est-ce que, je sais pas, des envies d'entrepreneuriat pour un jour, une idée, l'envie, le développement? Alors j'ai beaucoup de respect pour tous les anciens de SCE ou pas qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Alors c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré, mais j'ai jamais sauté le pas. Je pense que peut-être je commencerai par l'intrapreneuriat. Donc peut-être dans une structure plus connue, se lancer dans des aventures nouvelles pour l'entreprise, mais je pense que moi personnellement j'aurais besoin du cadre de l'entreprise au début pour me lancer, bien que ça me fasse vraiment envie de me dire qu'un jour j'arriverai à lancer la bonne idée avec la bonne exécution et être à mon compte. Je pense qu'aujourd'hui dans ma carrière, je suis assez bien finalement dans cette position d'être dans le management d'une entreprise qui est déjà établie. Dans le cadre et à développer. Exactement. Comment est-ce que tu vois le secteur ton secteur d'activité dans le futur? Je pense que c'est un secteur qui va faire que de prendre de l'ampleur parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est un secteur à l'origine qui était vu comme un peu un cliché d'un adolescent boutonneux qui joue aux jeux vidéo dans son garage. Aujourd'hui c'est une industrie qui génère plus d'argent que l'industrie de la musique et l'industrie de la télévision et du cinéma cumulé. C'est des jeux qui font plusieurs milliards par an. Donc en fait, les plus gros blockbusters du cinéma ne font pas du tout autant d'argent que les plus gros succès du jeu vidéo. Et avec toutes les évolutions technologiques, le Covid a eu un impact positif sur cette industrie parce qu'en fait, les gens se sont retrouvés bloqués chez eux, ils n'avaient plus de sortie. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon téléphone ou je vais jouer à ma console, je vais jouer sur mon PC. Donc ça a été un moment pour l'industrie du jeu vidéo justement qui a été assez intéressant parce qu'on s'est retrouvé avec un nombre d'utilisateurs qui a explosé pendant les années Covid, sans forcément que les gens dépensent plus d'argent, mais d'un seul coup il y a eu un énorme attrait de la part des utilisateurs. Et l'autre penchant, c'est que c'est une industrie qui est beaucoup, en tout cas sur le mobile, sur l'industrie du jeu gratuit. Et donc le jeu gratuit, comment est-ce qu'il génère de l'argent aujourd'hui? C'est soit par les transactions internes, donc acheter des costumes, des voitures, ou vendre de l'espace publicitaire dans ces jeux. Et je pense que l'effet post-Covid a été que beaucoup de marques, notamment dans tout ce qui est luxe, se sont rendus compte qu'une grosse partie de leur audience aujourd'hui n'était plus forcément devant la télévision, mais ils allaient jouer aux jeux vidéo. Je pense que Fortnite, ça a été un élément déclencheur aussi pour se rendre compte qu'en effet, aujourd'hui, le jeu vidéo est un médium à part entière et prend beaucoup de temps. Il y a des avantages et des inconvénients, mais prend beaucoup de temps finalement aujourd'hui dans le quotidien des adolescents, mais pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros payeurs sont des adultes, et des femmes. Il peut y avoir on peut appeler ça les geeks, mais ça peut très bien arriver sur 40-50 ans. Oui, et parce qu'aujourd'hui, je pense que on se dit, tiens, c'est marrant de poser la question, est-ce que tu es un gamer? Les gens vont dire, ah non, moi pas du tout. Mais pourtant, est-ce que tu joues à Candy Crush? Ah oui, je joue à Candy Crush. Et en fait, aujourd'hui, la part des gens qui jouent à des jeux vidéo, que ce soit du Sudoku, parce que finalement c'est du jeu vidéo, Candy Crush ou autre, est très importante et ne fait qu'augmenter. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que d'un point de vue même divertissement, là où à l'origine c'était les jeux vidéo étaient des adaptations de films ou d'IP de films, en fait aujourd'hui on voit que les gros succès viennent d'adaptations de jeux vidéo vers le cinéma. Donc il y a eu Last of Us, il y a eu Mario récemment, et on voit que c'est une industrie finalement qui est assez créative, assez riche, et qu'il commence à y avoir des passerelles qui ne sont pas forcément à sens unique, mais dans les deux sens, avec l'industrie du cinéma. Il commence à y avoir des parcs d'attractions qui ouvrent, des attractions qui sont uniquement liées à des marques de jeux vidéo. Et donc je pense que dans le culturel, le jeu vidéo a pris une place assez importante et va faire que plus que moins. Il n'y a plus trop de limites. Ouais, exactement. Et du coup, j'avais cette question sur la partie Covid. Comment est-ce que ça a été vécu au sein de Gameloft? Je pense qu'il a fallu s'adapter. Je pense que chez Gameloft, on était plutôt, en tout cas au sein du siège, assez old school sur la partie work from home, donc on n'y croyait pas trop. Donc il a fallu s'adapter. On a vu que ça marchait, que ça pouvait marcher. Moi, je dirais que c'est pas... On y revient un peu, on se dit que ça ouvre une flexibilité et je pense pas qu'on y reviendra. Après on se dit que tout ne peut pas être fait à distance, que la visioconférence ne peut pas remplacer le contact humain. On perd finalement pas mal de choses à ne pas se voir tous les jours d'un point de vue interaction. Après je pense que d'un métier à l'autre ça va être assez différent. Nous ce qu'on a vu c'est que ça avait créé beaucoup de retard au sein des équipes créatives dans la conception de jeux parce que c'est des moments finalement
le moment de création, c'est le moment où on passe beaucoup de temps ensemble, où on peut échanger. Et que si finalement on sépare tout le monde et qu'on dit à une personne X, tu dois créer un carré, toi tu dois créer un rond, et que finalement ils mettent ensemble leur travail qu'à la fin du processus de création, ils se rendent compte du dysfonctionnement à la fin, alors que finalement le fait d'être ensemble, si l'un à côté de l'autre, ils s'en seraient rendus compte plus tôt. Donc je pense que nous, ça a fait prendre du retard d'un point de vue création de jeux vidéo. Après, ça a permis de booster le business en général toutes les années 2020, 2021. Même 2022, on est revenu, on est toujours au-dessus des années pré-Covid en termes de revenus. Donc ça a clairement eu un boost sur cette industrie en tout cas. Donc moi, je l'ai très bien vécu. J'ai eu la chance de ne pas avoir été malade et d'un point de vue professionnel, ça a été plutôt un boost qu'un frein. Et ça permet aussi de développer, d'adapter aussi en fonction, peut-être pour le travail plus tard, si y a besoin, les habitudes. Ouais, je pense qu'après, ce qui a été intéressant, c'est de voir les différences culturelles. Je pense que Asie, les gens ont très très vite repris le pli de retravailler au bureau. Europe, on a un peu plus hybride. États-Unis, c'est assez compliqué de faire revenir les gens au bureau. Parce qu'ils avaient déjà cette culture du télétravail avant le Covid. Je pense que ça a exacerbé ce trait. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué de faire revenir les seniors, justement, parce que vous allez avoir plutôt des jeunes employés qui ont envie d'apprendre, qui créent leur premier réseau professionnel, parce que c'est leur premier travail, donc ils vont avoir envie d'être là, qui vont peut-être avoir un confort moindre chez eux pour travailler, alors que les gens un peu plus seniors, ils ont fait leur réseau professionnel, ils ont un cadre de vie un peu plus intéressant, un peu plus qui leur permet d'être un peu plus tranquille pour travailler. Du coup, c'est peut-être une population qui est plus compliquée à faire revenir. Mais les juniors vont apprendre seuls, du coup. Voilà, exactement. Il faut faire comprendre aux seniors qu'ils doivent aussi redonner et ils ont ce rôle de mentor vis-à-vis des plus jeunes générations. Okay. Si on bascule un peu plus sur la partie carrière et du coup la partie alumni de l'ESCE, est-ce que pour toi, est-ce que ça a pu avoir de l'importance? Est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que ça peut l'être, le réseau ESCE Alumni en l'occurrence, pour ta carrière? Alors, mon premier travail, je l'avais trouvé via les annonces de l'ESCE à l'époque, dans l'agence multimédia dans laquelle j'avais pu travailler. Je dirais que ce qui m'a le plus servi, c'est de conserver mon réseau amical de ma promotion ESCE, qui sont des gens que j'ai pu perdre de vue à un moment, que j'ai revu, mais disons que on garde quand même cet effet de promo et je me dis que ça me servira peut-être un jour si je veux changer de secteur. Et en tout cas, il y a souvent des gens qui peuvent me contacter qui ont été dans la même promo que moi pour me demander conseil ou pour me demander des introductions auprès d'autres personnes. Et je trouve que le lien de la promotion est assez fort. Je dirais qu'aujourd'hui, dans ma carrière, le lien plus large alumni de l'ESCE, j'ai pas encore eu l'occasion de l'activer, mais je sais que c'est un réseau qui est là et qui peut faire ses preuves si j'en ai besoin. Je pense que ce sera plus par opportunisme si je vois qu'une personne fait partie du réseau alumni. Je vais la contacter en me présentant via le biais de l'ESCE pour qu'on se rencontre ou qu'on puisse échanger. Donc je pense que je ne me ferme pas la porte. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ce sera mon go-to numéro 1 si je dois essayer de changer de carrière ou chercher une nouvelle entreprise. Mais je sais que je pourrais m'en servir si j'en ai besoin et que les gens seront toujours assez accueillants et plein de bons conseils de par ce parcours. C'est vrai que c'est toujours fédérateur, hein. Quand on donne le SCE, on se reconnaît tout de suite. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux autres alumni, par exemple, ou aux étudiants? Je pense que c'est... Alors, aux étudiants, je pense que c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques en début de carrière, parce que d'expérience, en fait, je connais peu de personnes qui, aujourd'hui, au bout de... Parce que moi, j'étais promotion 2007, donc qui, 15 ans plus tard, finalement, font encore le même métier. Je pense qu'on va avoir des phases de vie, des phases familiales, des phases professionnelles qui vont évoluer et qui vont faire qu'en fait, c'est assez rare d'avoir une trajectoire linéaire dans le même secteur. Mais du coup, c'est peut-être intéressant et opportun de tester des choses à la sortie d'école. C'est peut-être là où on a le moins d'engagement, on n'a pas forcément de famille, pas forcément d'enfants. C'est là où on peut prendre le plus de risques. C'est ce qui permettra peut-être aussi assez rapidement de se différencier. Par rapport à un cursus, d'avoir fait du commercial dans le dur. Je pense que pour moi, ça a été un avantage parce que c'est pas forcément le secteur le plus attrayant de se dire voilà, il faut que je me tape du cold calling, j'aille appeler
Pierre-Paul Jacques pour essayer de vendre un produit, mais je pense que c'est assez formateur et c'est finalement en le faisant assez jeune que ça peut permettre d'avoir une expérience un peu plus différente d'autres personnes qui sortiraient d'école et qui vont tout de suite essayer de prendre la voie traditionnelle. Je pense que c'est de ne pas avoir peur de partir à l'étranger, que ce soit pour soi un énorme challenge ou pas. Je pense que c'est intéressant de s'y confronter, peut-être au début juste pour se dire 6 mois, savoir est-ce que c'est pour moi ou pas, parce que ça va permettre de faire des choix ensuite de carrière, je pense qu'ils seront liés au fait d'accepter de partir ou pas. Et pour les alumni, je pense que c'est pas hésiter à justement faire appel au réseau de l'ESCE, aux anciennes personnes de leur promotion ou d'autres promotions qu'ils n'ont pas forcément connues, parce que je pense qu'il y a une bienveillance par rapport à ce réseau et qu'on oublie souvent peut-être d'essayer de l'activer, mais que finalement le monde est assez petit et on peut vraiment, je pense, gagner juste à échanger. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur juste de se dire « ah bah tiens, c'est un ancien de l'ESCE, je vais le contacter pour échanger sur son expérience ». La personne peut vous ouvrir des portes ensuite, c'est une autre discussion. Mais je pense que de ne pas avoir peur d'avoir des retours d'expérience, juste d'aller prendre un café avec des gens qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus mais qu'on fait le SCE. C'est des gens qui connaîtront en tout cas votre cursus éducatif et qui pourront vous donner des conseils pour vous aider à vous réorienter ou évoluer dans votre carrière professionnelle. Et justement, la spécialité plutôt de l'ESCE, c'est vraiment l'international. Est-ce que toi, tu as beaucoup aimé notamment ce côté international, tu as pas mal travaillé notamment aux US, et est-ce que tu sens que ça a eu un réel impact? Ouais, alors moi ça a eu un impact, alors il y avait déjà une volonté, je pense, personnelle d'avoir un cursus qui était plus orienté vers l'international. Je pense que d'avoir fait le SCE, ça vous fait aussi rencontrer un réseau de personnes qui ont un peu un mindset similaire, qui ont envie de découvrir, de partir vers l'international. En tout cas, disons que l'international est un sujet, même si les gens ensuite décident de rester en France et finalement de ne pas suivre cette carrière internationale. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit que moi j'ai toujours beaucoup aimé, des gens assez différents, de cursus assez différents qui rejoignent le SCE. Et après, personnellement, comme je le disais, j'ai pu rencontrer ma femme à l'ESCE, donc ça n'a fait que qu'amplifier ce côté international, volonté de partir. Mais je pense que le cursus m'a aidé en tout cas à vouloir découvrir ce qui était qu'une carrière internationale. Je pense que les intervenants, de par leur expérience, je me rappelle d'intervenants qui avaient une forte expérience en Inde par exemple, c'était une ouverture d'esprit que je trouvais intéressante et qui d'après moi n'est pas forcément le fait de toutes les écoles de commerce. Et je voulais te poser une question sur un souvenir marquant à l'ESCE pendant tes études. Je pense que j'ai déjà eu la réponse. Ouais, donc j'ai pu rencontrer ma femme à l'ESCE, donc qui a été le souvenir le plus marquant quand même. Après, je pense que ce sera peut-être ma deuxième année qui m'a le plus marqué. Je pense que j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui je suis toujours en contact, qui sont de très bons amis en deuxième année. C'est une année qui m'a beaucoup plu parce que c'était le retour en fait du premier échange universitaire. On revenait à l'ESCE et donc on revenait tous riches de notre première expérience internationale au sein du cursus. On avait pu faire un stage avant. Et du coup, c'était, je pense, l'année qui m'a le plus marqué. Mais encore une fois, c'était par rapport au réseau, par rapport au réseau amical que j'ai pu me créer et que j'ai toujours aujourd'hui. Et si tu devais décrire l'ESCE en 3 mots? Alors, je dirais donc ouverture d'esprit, parce que je l'ai répété pas mal de fois, je crois, sur mes réponses, international et bienveillance. C'est pas mal. Et du coup, les atouts de l'ESCE qui ont pu t'aider dans ta carrière ou dans la vie en général? Je pense que le cursus, encore une fois, qui permet... alors à l'époque, c'était un cursus peut-être un peu plus à la carte qu'aujourd'hui, mais on avait le choix entre faire un stage, faire un Erasmus. On avait quand même pas mal d'occasions donc, de partir à l'étranger si on en avait le souhait. Je pense que les intervenants qu'on a pu avoir dans différentes matières, ce que j'aimais bien, c'était ces intervenants qui avaient un bagage professionnel, qui n'étaient pas seulement enseignants, mais qui avaient vraiment un bagage professionnel, une réussite professionnelle. Qui donnait envie, qui pouvait aussi laisser entrevoir que tout n'est pas aussi rose que ça peut paraître, qu'on peut parfois en avoir l'impression, je vais sortir d'école,
je vais tout de suite être manager, directeur. Je pense qu'il y a quand même, faut savoir être humble, savoir qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres dans sa vie professionnelle. Mais je pense de toujours aller de l'avant, de dire qu'il y a toujours des solutions. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ces différents points de vue qui peuvent paraître parfois moins formatés que seulement théoriques, éducatifs, mais d'un vécu. Je sais que ça m'avait marqué par rapport aux témoignages de certains intervenants, peut-être moins récurrents, mais sur une ou deux interventions qu'ils avaient pu faire, différents profils. Est-ce que tu te rappelles d'un prof, d'un intervenant particulier? Moi, je me rappelle de notre... comment ça s'appelait cette boîte Pylone. Ouais. Oui. Donc cette chaîne de marque, qui est un ancien de l'ESCE en fait, qui a créé cette chaîne. Je me rappelle, c'était un intervenant qui était venu et qui était assez fantasque et qui nous avait dit comment est-ce que voilà, il avait été créatif avec sa boîte à des moments où ça marchait un peu moins, comment est-ce qu'il avait... voilà, c'était intéressant de nous dire que ça avait été l'inventeur de la main élastique qu'on envoie, qu'on mouille et qu'on envoie et qui colle à une fenêtre. Et il nous disait, voilà, ça avait été un énorme carton avec des coûts de production peut-être à moins d'1 centime. Et je pense que ça a donné l'idée aussi qu'il ne faut pas forcément créer un produit extraordinaire, hyper technologique, hyper innovant. Si on a une bonne idée et qu'on sait l'exécuter de façon intelligente, en fait, il n'y a pas de limite. Et je pense que c'était intéressant. C'était en première année, je crois qu'on a eu son intervention, et c'était intéressant de se dire que finalement, on peut parfois se faire beaucoup de nœuds au cerveau en disant si je dois créer ma boîte ou il faut forcément que ce soit un produit qui soit révolutionnaire. Et en fait, finalement, c'est les idées les plus simples qui sont parfois les meilleures. Ça devait être intéressant. Ouais, très intéressant. Et on se rapproche de la fin de cette interview. On va plutôt partir sur la partie perso. Ouais. Et question, je pense, assez costaud, justement, quand on a un poste à responsabilité qui doit être bien prenant comme toi. Comment tu fais pour allier cette partie pro et la partie perso, avec ta femme, tes 3 enfants? C'est en effet pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de voyages. Je bosse beaucoup avec la côte ouest. Donc à chaque fois, c'est 9 heures de décalage, 11 heures de vol, il faut partir une semaine complète. Donc il y a des moments plus compliqués que d'autres. Je pense que c'est important de vivre ça à deux. Je pense que c'est ma femme me permet aujourd'hui aussi de voyager. Si on décide d'avoir une vie de famille, derrière il faut assumer. Donc il y a le côté financier, mais il y a le côté aussi présence. Donc je pense que on n'est pas trop de deux pour faire ce genre de projet. Je pense que c'est être capable aussi de se dire qu'on ne peut pas tout faire. Donc qu'on doit être capable de déléguer, mais parfois on doit savoir aussi dire stop ou que non, parce que finalement parfois on se pose la question de se dire de quoi je me souviendrai dans 20 ans, 30 ans, est-ce que ce sera de cette expérience professionnelle, de ma vie de famille. Je pense que généralement ce sera plutôt de sa vie de famille, même si l'expérience professionnelle restera là. Et je pense qu'il faut savoir faire des choix. Faut savoir faire des choix au niveau de sa carrière et au niveau de ses déplacements. Je pense que c'est pas simple, il n'y a pas de formule idéale pour atteindre l'équilibre. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre des choix avec lesquels on est raccord et on reste en accord. Et est-ce que justement ta famille a beaucoup influencé toute ta carrière jusque-là? Ouais, je pense que c'était des choix de vie à deux. Le choix de quitter son boulot, parce que nous on est partis aux États-Unis, on avait la chance d'avoir les papiers, mais on n'avait pas de piste particulière. Donc c'est de se dire que tous les deux partent, on quittait tous les deux des situations qui étaient confortables en France. Il y a le risque qu'on ait un qui trouve, l'autre qui ne trouve pas. Donc il y a quand même des choix, je pense, professionnels, de confiance qui sont faits. Je pense que c'est des décisions de vie qui sont prises à deux, quoi. Et donc j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas minimiser l'impact qu'une décision professionnelle peut avoir sur l'autre. Si on veut finalement garder cet équilibre de vie sur le long terme. Donc, pour l'instant, aujourd'hui,
tout se passe bien, donc c'est ce que je me souhaite sur le long terme. Également. On verra si c'est les bonnes décisions qui ont été prises au fur et à mesure. Mais... Et justement, on finit par une question un petit peu plus philosophique pour le coup. On a parlé beaucoup du travail, de la partie famille, mais en soi, réussir sa vie, on le définit souvent beaucoup, notamment pour la partie école, sur la partie carrière. Comment tu le définirais? Je pense que c'est de prendre du plaisir dans son travail. Je pense que c'est de se dire qu'on se lève le matin et qu'on est content d'aller travailler, qu'on continue à apprendre, qu'il y a cette espèce l'école se finit, mais quelque part, je pense que la stimulation intellectuelle reste importante. Et pour moi, c'est d'arriver à se dire que même après 10 ans dans la même industrie, je prends le même plaisir à interagir avec mes pairs, à travailler, à continuer à évoluer et qu'il y a des nouveaux challenges. Et que finalement je suis épanoui dans mon travail et je pense que c'est une assez grosse réussite qu'aujourd'hui, que ce soit un métier manuel ou pas du tout, je pense que le fait d'être capable de faire ce même métier année après année, sans se remettre en question, sans avoir une crise existentielle par rapport à ça, c'est finalement une belle réussite professionnelle. Et après de se dire que de réussir à construire une vie perso sur le côté, de se dire qu'on fait pas qu'on arrive quand même à avoir des projets perso, de se dire que dans 20 ans, si je regarde mon profil, mon expérience et la vie que j'ai pu avoir, c'est-à-dire qu'on est content et fier de ce qu'on a fait et qu'on l'a pas subi. Pouvoir regarder dans le rétro. Ouais, je pense que le fait de ne pas subir son quotidien, pour moi, c'est quelque chose qui est important et de se dire que c'est vraiment le plaisir qui drive le tout, plus que de se dire c'est juste il faut que je travaille de façon alimentaire. Je pense que c'est, en tout cas personnellement, c'est pas la façon dont je vois le succès ni le travail. Merci beaucoup Guilherme. Merci à toi d'avoir pris du temps et de nous avoir partagé toutes ces informations. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.